Bonsoir à toutes et à tous. Je veux vous parler aujourd'hui de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes, du risque que nous courons, pour montrer quelle mobilisation doit permettre d'en sortir. Et cette mobilisation, c'est vous qui devez en être le moteur, car il faut un lien entre, je dirais, ceux qui sont des responsabilités directes et le peuple. Ce qu'on appelait à une époque les masses, mais le peuple, je préfère le peuple. Et sans ce poids du peuple, sans vous, la situation ne peut pas changer. Donc il faut que cette mobilisation ait lieu. Alors nous sommes dans un temps où même le journal Le Monde, le journal du soir, respectable, qui entretient les gens dans un monde qui doit être tel qu'il était et tel que peut-être il pourra devenir, eh bien non. Le Monde nous dit, le mercredi 31 août, Europe, États-Unis, Chine, alerte à la récession planétaire. Et vu par la petite lorgnette du système existant, en effet, on est à une inflation qui va dépasser 10% bientôt. Elle le dépasse déjà en fait aux États-Unis si on prend les critères réels du coût de la vie. 18% en Grande-Bretagne. Une Allemagne dont la presse dit elle-même que le modèle risque d'être capote. La Grande-Bretagne a le risque de couler et la France de se désintégrer. Donc une réaction est nécessaire, et même du point de vue du système. Il y a cette inflation. Il y a des marchés d'échange, des monnaies, qui n'ont jamais été tellement secoués. Vous savez que les États-Unis attirent de l'argent avec des taux d'intérêt élevés, tentent de cette façon de donner une force au dollar, ce qui fait couler l'euro, qui est en dessous de la parité avec le dollar, alors qu'il a été jusqu'à 1,60 $ pour un euro. Et il y a aussi, vous voyez, la baisse très rapide après une hausse spéculative du pétrole et des matières premières, qui est toujours le signe d'une récession. Mais c'est bien plus qu'une récession. C'est tout un système qui est menacé par le chaos économique et par la guerre. Ce soir, je vais vous montrer le lien entre les deux, entre cette désintégration financière qui mène au chaos économique et la guerre. Alors, face à cela, il faut non seulement résister, mais proposer. Proposer ce qui peut assurer la paix par le développement mutuel. Et ce soir, c'est de cela dont je veux vous parler. Pour l'instant, dans le monde où nous vivons, nous avons un système transatlantique, que certains qualifient d'occidental, je n'aime pas beaucoup ces qualificatifs géographiques, mais c'est transatlantique, financier, qui subit une crise comme il n'a jamais subi depuis 1945. Et de l'autre côté, il y a un système qui est plutôt à l'est, avec la Russie, la Chine, ou le Sud, les pays de ce qu'on appelle le Global South, le Grand Sud, qui, eux, tentent non seulement de se défendre, mais de définir l'alternative. Alors, je veux d'abord vous donner ce sens de cette alternative. Un expert russe qui s'appelle Dmitri Trenin a défini cela assez bien en disant que la Chine et la Russie représentent la moitié de la population du monde, plus les pays du Sud global, cela fait bien plus que la moitié, et ils tentent de réaliser un nouvel ordre. Alors, il y a la réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai qui se tient le 15 et le 16 septembre à Samarcande. Évidemment, il faut savoir que cette Organisation de la coopération de Shanghai a commencé avec 6 pays. Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan, la Russie et la Chine. En 2017, 8 pays l'avaient joint, l'Inde et le Pakistan, ensemble. Et puis, 20 pays maintenant, ou bien observateurs, en dialogue, ou en phase de joindre ce système avec l'Iran, la Turquie,
les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Il faut ajouter cela les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, auxquels se joignent des pays comme l'Argentine, comme l'Iran, et l'Indonésie. L'Indonésie qui est un pays, qui est le pays émergent qui est en train de surgir. Le Vietnam aussi a adhéré à cette vision nouvelle. Alors, c'est un développement économique dont la route de la soie chinoise a été un élément, mais maintenant il y a un autre élément. C'est le corridor nord-sud entre la Russie, l'Iran, les pays de la péninsule arabique et l'Inde. Donc, nous avons ce système qui cherche à établir ses propres devises, ses propres monnaies, en prenant des accords qui soient plus dollarisés. C'est une dédollarisation à laquelle on assiste, avec le rouble russe, le renminbi chinois, le yuan chinois, la monnaie indienne, la roupie, et la monnaie turque, la lire turque. Donc, il y a tout un système qui se met ainsi en place. Même les pays asiatiques se sont réunis pour réfléchir à leur souveraineté numérique, la souveraineté numérique. Alors, évidemment, 18 pays asiatiques, le 24 août, pour avoir un développement durable et sûr de l'Internet, et pas être, disons, sous pression de ce que j'appellerais Silicon Valley et la puissance militaire qui la soutient. Alors, c'est la Russie qui avait lancé cela, puis la Chine, et maintenant il y a tous ces pays asiatiques qui sont là, le Vietnam encore, l'Inde, le Qatar, la Chine donc, le Pakistan aussi, la Russie, la Thaïlande, la Turquie. Donc on voit peu à peu se définir cet autre monde, ce dont peut-être vous n'êtes pas conscient, parce que les médias européens n'en parlent que de manière ou péjorative ou n'en parlent pas du tout. Il y a une sous-information mutuelle assurée des médias européens, pour que nous ne sachions pas. Alors, pour ceux qui s'écartent, vous aviez eu cette liste ukrainienne d'environ 70 personnes à abattre dans les pays occidentaux, y compris Scott Ritter, qui était l'homme chargé, soi-disant, du démantèlement des armes de destruction massive en Irak, et qui avait dit « il n'y en a pas », et on ne lui a pas pardonné. Il n'y en avait pas, et on ne lui a pas pardonné. Il y a un site qui est celui de la lutte contre la désinformation en Ukraine, qui est une émanation du Conseil national de sécurité d'Ukraine, sous l'autorité directe du président Zelensky. Et là, on cite des gens qui sont des terroristes de l'information, comme il a été dit, qui méritent un châtiment. J'en suis, et c'est pour moi un honneur. C'est aussi un danger, mais c'est pour moi un honneur. D'autres en sont aussi, de différentes orientations politiques, beaucoup, tous ceux qui ont défendu la Russie, comme Marine Le Pen, et on prétend qu'elle était l'agente de Poutine, alors qu'elle a dit elle-même, et on peut être en désaccord avec certaines de ses politiques, mais elle a dit elle-même qu'elle tentait de défendre les intérêts nationaux de la France. Bientôt d'ailleurs, des gens de la France insoumise s'y trouveront sans doute aussi sur cette liste. On avait même mis, les Ukrainiens avaient même mis Lula. Donc c'est une liste de menaces. Mais il y a pire. Il y a la liste de Mirotvorsk. Alors Mirotvorsk, c'est un groupe ukrainien, soi-disant privé, qui en fait est financé, et on a toutes les preuves de cela, par le département d'État américain et ses différentes agences, qui établit une liste de gens à abattre, et certains, en tête, Daria Dugin, avec lequel on peut être en désaccord avec certaines de ses vues, mais c'est quelqu'un qui a exprimé son opinion. Et pour exprimer son opinion, la voilà abattue, liquidée, avec sa photo. Maintenant, Madame Helga Zepp-Larouche est aussi visée, la présidente de l'Institut Schiller International. Et une série de personnalités
dont le tort est de n'avoir pas avalé la couleuvre occidentale et d'avoir dit il faut une paix par le développement mutuel, il faut une autre politique, il faut arrêter de faire du peuple ukrainien de la chair à canon. Donc ces gens-là sont condamnés par les gens qui aujourd'hui dirigent l'Ukraine, qui sont des émanations à la fois des mafias, du bataillon d'Azov, de néo-nazis, de bandéristes et toute une série de profiteurs de l'économie. Et c'est à ceux-là que nous livrons des armes, et il faut le dire franchement. Alors, les ministres de la Défense européens sont réunis sur comment entraîner des snipers ukrainiens, peut-être pour tirer sur les terroristes de l'information, je ne sais pas, en tout cas pour tirer sur les soldats russes. Et un Conseil européen de la Défense se réunira début octobre à Prague. C'est la Tchéquie qui dirige, qui est la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc c'est une politique vis-à-vis de l'Ukraine qui vise à maintenir la guerre, c'est-à-dire l'idée qu'ils ont, ils savent bien que cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine, mais ils visent à ce qu'elle dure le plus longtemps pour affaiblir la Russie et empêcher que celle-ci ait une politique indépendante. Alors ça ne veut pas dire que je soutiens l'entrée des troupes russes en Ukraine. Nous sommes des ennemis de la guerre, mais cela veut dire que cette guerre a été provoquée, et provoquée par les forces de l'OTAN. Donc il est d'autant plus urgent de chercher une paix par le développement mutuel qui empêche ce genre de situation de se produire en Europe. Et beaucoup aux États-Unis cherchent à créer le désarroi en Europe pour pouvoir continuer à exercer leur pouvoir. Alors ce n'est pas le peuple américain, bien entendu. Les États-Unis sont un pays occupé, comme la France, occupé financièrement, occupé culturellement, par ces forces de la City de Londres et de Wall Street, avec l'appui du complexe militaro-industriel, en particulier du Pentagone. Alors, ils s'en prennent à tous les pays, à l'Argentine par exemple. Cristina Fernandez, la vice-présidente, est accusée de malversation dans le passé. Elle mérite 12 ans de prison. Et voilà un sénateur de la droite américaine, Ted Cruz, qui dit il faut que Blinken intervienne et qu'on la fasse aller au trou, en prison. Donc, une intervention dans les affaires intérieures d'un État. Pour quelqu'un qui vient de l'intérieur de l'Argentine, du sud de la province de Chubut, et que l'on menace de cette façon. Donc on voit comment une agression de ce monde transatlantique vis-à-vis du Grand Sud, du Global South. Alors, dans ces conditions, on voit la politique de ces milieux, de ce qu'ils défendent. C'est Jackson Hole qui s'est tenu donc dans ce mois d'août, la réunion des principaux financiers du monde, où ils ont dit on a émis énormément d'argent, on a créé des bulles financières, ça nous maintenait au pouvoir, c'est bien, maintenant on ne peut plus, parce qu'il y a trop d'inflation, c'est dangereux. Donc il faut une politique, disons, de récession organisée. Et à Jackson Hole, Powell, qui est le dirigeant de la Réserve fédérale américaine, a dit qu'il faut reprendre la lutte de Paul Volcker contre l'inflation qu'il avait menée avec succès. C'est octobre 1976, on l'a peut-être oublié, où Volcker avait fait une politique de désintégration contrôlée avec des taux d'intérêt aux États-Unis jusqu'à 20%, qui avait assaini, entre guillemets, le système pour le compte de l'oligarchie, au prix déjà d'une terrible austérité, mais maintenant ça sera bien pire. Alors voilà que dans ces circonstances, le chancelier allemand, Olaf Scholz, est à Prague, il a l'université Charles de Prague, et qu'est-ce qu'il dit ? Il faut s'unir et organiser la possibilité pour les pays des Balkans, les pays de Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, pour qu'elles rentrent toutes dans l'OTAN. Or, c'était une des choses qui était la ligne rouge pour les Russes quand ils sont rentrés en Ukraine, quand ils ont envahi l'Ukraine. C'était la ligne rouge. Pourquoi ? Parce que c'était la défense du Donbass, des populations russophones, sur lesquelles le gouvernement ukrainien n'arrêtait pas les bombardements,
Et c'était la demande de Zelensky, surtout, en février, que l'Ukraine intègre l'OTAN et dispose d'armement nucléaire sur son territoire. Ça, c'était absolument inacceptable d'un point de vue russe. C'est une véritable provocation. Alors, par-delà Zelensky, c'est encore une fois ces milieux de l'OTAN qui sont réunis à Madrid, donc fin juin, et qui visent à envoyer en Europe, ça a été acté, 300 000 soldats américains. Donc, il s'agit d'une autre forme de domination et de mise sous tutelle. Alors, Scholz, dans ces conditions, il dit oui, il y a quelque chose qui est en Europe, la règle de l'unanimité pour certaines choses. Moi, il faut la renoncer, il faut qu'il y ait un vote à majorité dans un certain nombre de domaines, dont les sanctions contre la Russie. Donc voilà qu'on réduit, pour empêcher que les pays qui seraient opposés aux sanctions, eh bien, Scholz propose un vote à la majorité. Alors, c'est intéressant de voir que dans ce contexte, les renseignements britanniques, et en particulier une partie de la presse, The Sun, News Express, Daily Star, Daily Notion Today, disent il y a pire que Poutine en Russie. Poutine est malade, il serait peut-être remplacé par pire que lui. C'est Sergueï Glaziev. Alors, sur Sergueï Glaziev, ils disent que il est pire que Poutine parce que c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas lui-même, qui est très dangereux et qui se bat pour la nucléarisation, pour abattre l'Occident, qui est plus instable et plus fasciste que Poutine, etc. etc. Alors pourquoi cette attaque contre Sergueï Glaziev? Je vous rappelle que Sergueï Glaziev est quelqu'un qui avait annoncé dans son compte Telegram, avait annoncé qu'il admirait Lyndon LaRouche comme un des esprits les plus créateurs de son temps. Donc Glaziev, ce qu'il propose maintenant, et qui va dans le sens de ce que proposait LaRouche en son temps, a donné différentes interviews, dont une à TASS le 26 août, dans laquelle il dit qu'il faut que la Russie aille vers un type d'économie à la chinoise permettant son développement en profondeur. Ça demande une banque nationale, ça demande un système, dit-il, de crédit public organisé. Donc, avec des taux d'intérêt à long terme, des taux d'intérêt pour les secteurs prioritaires de 0,2%, pour le secteur public de 2%, et pour le secteur privé, 4%. Donc, il dit, de cette façon, en centralisant le crédit, on peut créer avec un système bancaire national les moyens de faire des miracles économiques comme on en fait dans le passé, et il dit exactement ce que nous disons depuis longtemps, comme on en fait dans le passé avec ce système, les États-Unis, les pays de l'Europe occidentale après la guerre, et les pays de l'Asie du Sud-Est, dont la Corée du Sud, par exemple. Donc, voilà les choses mises sur la table. Et dans ces conditions, il y a quelque chose que l'on masque, et c'est le lien entre ceux qui attaquent l'être humain comme étant un pollueur, comme étant quelqu'un qui détruit la nature, et de dangereux, donc dont il faut réduire le nombre. Et on en arrive à une situation où, en effet, ce nombre est en train de se réduire. La population mondiale, d'après une étude de la banque HSBC qui recoupe certaines de nos données, la population mondiale risque de diminuer de moitié d'ici la fin du siècle. En Europe, au rythme où vont les choses, la population, et je lis, aura diminué de moitié avant 2070, le continent risquant de perdre 400 millions d'habitants d'ici à 2100. Ils disent il y a un recul également à Hong Kong, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan. L'actuel taux de fécondité est en recul, et la Chine aussi, elle n'est pas loin de les rejoindre. Ce qu'il y a, c'est que ces milieux-là s'en réjouissent. Ils disent un déclin démographique réduirait aussi largement la pression sur les ressources de la planète, en eau, en produits alimentaires, en métaux, et permettrait un équilibre climatique. Et il y aurait un retour à un équilibre plus juste entre l'homme et la nature, en diminuant le nombre d'êtres humains par tous les moyens, au moment où il y a une crise dans le monde, et la guerre, et le chaos économique,
qui risque de les réduire brutalement, ces gens-là sont des fascistes. Ils sont conscients de la situation de plus. Dans ce rapport bancaire, ils le disent. Donc ce que nous disons, faisant le même constat, un risque de recul de la population mondiale par des méthodes violentes ou simplement par le système actuellement dominant dans les pays occidentaux, s'il s'étendait. C'est pour nous établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour toutes les nations du monde. Sécurité et développement pour toutes les nations du monde. Ça va au-delà de ce que propose Sergueï Glaziev. Nous disons que c'est nécessaire pour tout le monde, et nous avons l'espoir que ce soit possible. Mais il y a une condition. Et là, on est d'accord avec Sergueï Glaziev, c'est que les pays occidentaux changent de comportement et changent de politique. Et que nous-mêmes, nous mobilisions pour le faire en changeant de manière de penser. Parce que si vous faites un bilan en France, très simple, qu'est-ce que nous avons actuellement? Nous avons pas assez d'enseignants dans les écoles, et pas assez de chauffeurs de bus scolaires. Nous avons des médecins et des infirmières scolaires en nombre insuffisant. 839 médecins scolaires en France pour 12 millions d'élèves. Nous avons une absence de crèches. On voit la crise, il n'y a pas de crèches, on ne trouve pas de place dans les crèches. On ne trouve pas suffisamment de services de pédiatrie. Il y a des crises comme à Clermont-Ferrand. Il y a des médecins et l'ensemble du personnel soignant dans les hôpitaux qui sont insuffisants et qui sont surchargés de travail. Ils font un travail admirable, mais ils sont surchargés. On n'a pas assez d'inspecteurs du travail, on n'a pas assez de médecins du travail qui vieillissent. Évidemment, pas assez d'assistantes de vie dans les EHPAD. Et tout ça est le reflet de ce système dans lequel nous vivons. On n'a même pas assez pour gérer ses conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de policiers et pas assez de policiers de proximité. Donc c'est un véritable désastre auquel nous conduit ce système. Avec, en France, des dépenses publiques en pourcentage parmi les plus élevés du monde. Donc se rejoignent une politique qui est une politique, disons, on met en place des orientations qui deviennent criminelles, et en même temps, on le fait avec incompétence. Alors, il y a des mobilisations sociales, nous les soutenons pleinement. Nous soutenons pleinement les mobilisations des 22, c'est le 22, oui, des 22 et le 29 septembre. Nous soutenons aussi les manifestations que proposent les filles contre la vie chère. On peut faire des choses. Regardez, même au Danemark, il y a un salaire universel pour les étudiants. Je lisais le dossier sur cela. Les étudiants au Danemark peuvent recevoir jusqu'à 860 € par mois et peuvent souscrire un contrat garanti par l'État. Donc, il y a des avantages. On peut faire des choses. Mais la tragédie du monde dans lequel se trouve en particulier notre pays, où on a en même temps une administration bureaucratique et une dictature financière dont les mots convergent et se joignent. Il faut en sortir. Et la tragédie de notre époque, ce n'est pas le mal de tel ou tel individu. Évidemment, il y a des individus qu'il faut écarter du pouvoir. Mais c'est toute une société. C'est le drame de toute une société qui devient sceptique sur la capacité de se perfectionner, de se rendre meilleur. Et c'est ça le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et pour cela, tous ceux qui, dans les domaines, combattent pour la justice sociale, combattent pour une éducation des capacités créatrices des êtres humains, qu'on respecte les jeunes, qu'on respecte les personnes âgées, enfin. Alors, je pensais à tout cela en relisant des textes de Rosa Luxembourg, notamment l'accumulation du capital qu'elle a écrit en 1913, où elle dit « La reproduction élargie du capital a besoin de marchés externes pour se réaliser. C'est le colonialisme, c'est le pillage, c'est l'impérialisme tel qu'il a été organisé, qui maintenant se retourne contre nos propres peuples. En ce sens, les États-Unis eux-mêmes sont un pays occupé.
par ces intérêts-là. Et Rosa Luxembourg ajoute « Le monde est si beau, et il serait encore plus beau s'il n'y avait pas tant de faibles et de couards. » Donc, ne soyons pas faibles et couards, pensons à ce message de tous ceux qui ont créé dans l'histoire, et pensons, dans ces journées, aux images révélées en juillet par le télescope spatial James Webb, qui nous montre la grandeur et l'immensité de ce monde, qui, contrairement aux sceptiques et aux libertins de Pascal, que Pascal critique, doit au contraire nous montrer que nous, êtres humains, sommes capables de le connaître, de le comprendre et d'en tirer quelque chose de meilleur en intervenant sur lui. Mais cela, c'est la politique, et c'est pour laquelle je vous demande de vous mobiliser dans les manifestations, dans ce que nous organisons avec les cercles citoyens, dans ce que nous allons organiser avec certains maires, et devenir très nombreux. Si vous pensez que ce que je vous dis est sérieux et important, venez très nombreux le 17 septembre à la conférence, il y en a à l'Assemblée générale de notre organisation, adhérez-y, soyez avec nous, aidez-nous. Et ne pensez pas qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, c'est trop beau pour être vrai, ou ils sont trop forts contre nous. Pensez que ce qui est plus fort, dans les périodes de crise, sont les gens qui se mobilisent pour la justice, la vérité, et je dirais aussi le beau, le vrai. Et pour cela, nous vous attendons, et nous allons avoir quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, où des gens nous rapporteront les combats de nos amis militants aux États-Unis, les combats que nous menons dans le monde, et le lien entre cet internationalisme et notre défense de la nation. Et je finirai en disant que si vous venez, vous verrez que Jaurès avait parfaitement raison lorsqu'il disait qu'un peu d'internationalisme éloigne de la nation et que beaucoup d'internationalisme y ramène, parce qu'il pose l'impératif du rôle de la France dans le monde et celui que nous devons tenir à la fois pour nous-mêmes et pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, en vous demandant de soutenir toutes ces luttes, de nous soutenir nous-mêmes pour assurer ce monde qui, il n'y a pas d'alternative autre, une alternative, il n'y en a qu'une, qui irait vers le chaos économique et la guerre si nous ne faisons pas quelque chose politiquement, socialement, économiquement, ensemble pour l'empêcher. Alors oui, j'ai d'abord une question ou des questions auxquelles je voudrais répondre aujourd'hui. D'abord, Ogal Odeora qui me dit « Il s'agit du monde transatlantique qui est en crise économique mondiale et n'a d'autre choix que de faire la guerre avec la Russie. » Et Tony de Araujo, « Croyez-vous que nos élites soient folles? Une guerre contre la Russie serait atomique, peut-être ont-ils tout prévu. » Eh bien, je répondrai sur nos élites d'abord. Elles sont au bord du gouffre. Et y étant, elles veulent créer une situation pour leurs ennemis qui soit une situation dans laquelle ils espèrent pouvoir les humilier, les mettre le dos au mur et céder, y compris avec la menace des armes de dissuasion massive, dont elles accusaient Saddam Hussein, mais ce sont elles qui les possèdent et qui les dominent, et qui espèrent menacer de les utiliser, et qui le font. Donc c'est ce risque auquel on assiste dans le monde. Et c'est un très grand risque. Et nous ne pouvons en sortir, comme je viens de le dire, que par un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire un système dans lequel les nations et leurs peuples récupèrent le contrôle de l'émission monétaire contre des marchés financiers qui ne sont plus des marchés, car ils sont contrôlés par les algorithmes des grandes puissances financières du monde. Donc il faut récupérer ce pouvoir, et c'est là l'enjeu essentiel. Et ce que je voudrais dire, c'est si on veut éviter une guerre qui peut arriver par erreur, par bévue,
ou par la provocation de certains cercles particulièrement aventuristes. Si on veut l'éviter, il faut se battre pour cette base de la paix, le développement mutuel. Et c'est ce que nous proposons. Alors si vous voulez voir davantage ce que c'est, nous avons présenté une proposition pour un nouveau Bretton Woods. Vous devez la signer parce que c'est une proposition pour la paix et qui organise les conditions dans lesquelles la paix pourrait avoir lieu. Alors, est-ce que le monde transatlantique, comme dit Ogal Oderoa, est-ce que le monde transatlantique est en crise économique mondiale? Oui, je l'ai dit. Et comme disait Rosa Luxembourg en 1913 dans l'accumulation de capital, la reproduction élargie du capital exige des marchés externes pour se réaliser, c'est-à-dire exige le pillage de marchés externes. Et c'est la vision qu'ont ces intérêts financiers. Ce ne sont pas les peuples, mais ce ne sont pas les nations, mais ce sont ces intérêts financiers qui les dominent. Et ces intérêts financiers ont besoin des États. C'est pour ça qu'ils ont capté les États pour mener cette politique-là qu'ils mènent aujourd'hui. Et il faut reprendre le contrôle des États. Alors ce que disait Rosa Luxembourg en son temps, c'est qu'il faut utiliser tout ce que la démocratie ou ce qu'il en reste peut encore offrir, y compris dans le vote, y compris dans tous les moyens, et aussi les manifestations de masse. Elle appelait ça, le climat dans lequel nous sommes, un climat de ferment de grève de masse. Ce n'est pas encore une grève contre les pouvoirs établis, mais c'est un ferment, c'est-à-dire les gens sentent quelque chose ne va pas, ils veulent faire quelque chose, ils n'osent pas trop, et il faut les mobiliser pour qu'il y ait cette pression par une action non violente organisée. Car sans cela, on va droit à des affrontements, à des massacres et à des provocations. Et on a vu avec les Gilets jaunes comment les provocations pouvaient désarticuler et détruire un mouvement. Eh bien, évitons-le en étant plus nombreux et en étant chacun prêt à se battre pour ce qui est essentiel et de façon organisée et sans laisser les provocations apparaître et être entretenues par les pouvoirs en place. On le sait, tirons-en la leçon. Ensuite, je vois une autre question. Vous parlez d'oligarchie financière. Pourquoi ne pas dire carrément plutocratie? Merci pour votre analyse approfondie. Alors, plutocratie est un terme qui avait été utilisé, et c'est le règne de l'argent. Hein. La base, ce terme avait été utilisé par les nazis, et par les communistes aussi, mais par les nazis à partir d'un certain moment. Le plutocrate, comme ils disaient. Et ils accusaient les juifs d'être derrière ces plutocrates. Nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas cette terminologie-là. Ce que nous voulons, c'est combattre l'oligarchie financière, parce que c'est eux qui sont la cause, et c'est eux qui tiennent le système. Alors, ça veut dire aller aux causes des choses. Ça ne veut pas dire s'en tenir à des symptômes. Alors c'est très bien de se battre pour un SMIC à 1 500 €. C'est très bien pour se battre pour des crèches. C'est très bien de se battre pour des médecins et des infirmiers qui soient réellement respectés dans les hôpitaux. Il y a toute une bataille à mener dans chaque secteur. Mais en même temps, avoir toujours à l'esprit que la bataille essentielle est celle qui est contre la cause, contre un système financier et une idéologie qui est une idéologie de la cupidité, de la domination, et aussi dans l'esprit de nouveaux types de servage, dans lesquels les moyens, les médias de masse et les réseaux sociaux peuvent, en étant dévoyés, servir de moyens, de levier. Donc il faut avoir l'esprit clair dans ce combat, et se battre vraiment en étant optimiste non pas bêtement, hein, mais optimiste parce que l'humanité s'est développée dans toute son histoire en améliorant relativement le monde. Elle doit continuer à avoir ce mandat, cette mission, et le faire, sans baisser les bras, sans baisser la tête. C'est cela notre engagement. Alors, je vois ici Titi Dai, je tiens à vous remercier pour votre analyse. On comprend aujourd'hui certaines vérités. On essaye de nous cacher depuis le début. Tous nos médias nous racontent tout l'inverse de ce que vous dites.
Et c'est horrible que même nos médias nous mentent tous les jours, TF1, France 2, BFM, LCI, M6. Toutes ces chaînes nous mentent chaque jour, c'est inadmissible de prendre les Français pour des imbéciles. Non, ces médias sont chargés de ce qu'ils font. Les journalistes, souvent, en sont conscients et doivent gagner leur vie. Mais ceux qui contrôlent ces médias ne sont pas les journalistes. Ce sont des intérêts financiers qui les ont pris en otage. Si vous voyez, tous ces médias, la plupart, presque tous, perdent de l'argent. Alors pourquoi les Bolloré, pourquoi les Arnaud, pourquoi les uns et les autres achètent ces médias? Eh bien, c'est pour exercer leur influence et pour vous enfumer, pour nous enfumer. Et ces médias sont faits pour cela. C'est pas qu'ils nous mentent parce que, voilà, ils nous mentent par opportunisme. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est une volonté de créer le désarroi, la discorde et le pessimisme dans la population. Et je mets en garde, le pessimisme est le pire des conforts mentaux en période de crise. On dit tout va mal, on n'y peut rien, je ne me mobilise pas. Si on ne se mobilise pas, on rentre dans le jeu des médias. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous demande, en particulier avec nous, mais plus en général, de vous mobiliser. Enfin, je vois Chantal Scholar, ils ont dit 2/3 de la population mondiale doit disparaître, ils font tout pour que ça arrive. Alors, réponse de Michel Jaubert, ce n'est pas faux, ils ont 3 options préférentielles, pandémie, guerre et famine. C'est vrai pour les milieux malthusiens radicaux. C'est vrai pour Charles d'Angleterre, c'est vrai pour Philippe d'Édimbourg qui disait « Pour le bien de la population, je voudrais renaître sous forme d'un virus qui puisse diminuer la population jusqu'à, il disait, 1 milliard. Je vous rappelle que le commandant Cousteau lui-même parlait de 700 millions. Donc tous ces gens-là, c'est une façon de penser. Et ils propagent une sorte d'écologie férocement dévoyée, suivant laquelle il faut que l'homme s'adapte aux conditions de la nature. Et ils veulent éliminer le fait que l'homme est un créateur et qu'il est créateur à l'image du monde dont le développement est continu. Il est créateur dans quelque chose qui est en création continue. Et ça, c'est ce qu'il définit. En réalité, quand on dit il ne faut pas bousculer le monde, il faut laisser la nature faire ce qu'elle a à faire, eh bien on renonce absolument à son rôle vis-à-vis de l'homme et de la nature. Ce que disait Rosa Luxembourg, elle-même, je reviens à elle parce que je viens de lire des choses d'elle récemment, elle disait c'est cet accord entre l'homme et la nature et entre l'homme et l'homme qui est notre défi. L'homme et la nature et l'homme et l'homme. Et sortir de ces bondieuseries ou de ces médiocrités qu'on entend aujourd'hui et revenir à ce qui est juste et ce qui doit nous guider dans notre effort pour l'avantage de l'autre, du monde et de l'humanité. Et de voir au-delà. Je crois que James Webb est un défi. Quand on voit ces galaxies, quand on voit ce monde immense dans lequel nous sommes, on pense que bien, il faut améliorer le nôtre et rapidement pour être digne de la grandeur de cet univers. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et pour finir, comment aider Karnaso One, je crois que je vous l'ai dit, il faut aider, disons, en développant sa capacité de penser, à condition qu'elle soit dans un domaine social, avec d'autres, et qu'elle vise à agir et pas à commenter. Et c'est pour cela que nous vous demandons de venir le 17 septembre à notre conférence. C'est pour agir. C'est pas simplement pour dire, comme quelqu'un me dit ici, vous avez des idées, nous avons des ressentis. Des idées, tout le monde peut en avoir. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est la nature même de l'être humain. Et ces idées peuvent être plus importantes, comme l'ont dit tous les grands penseurs, de quelqu'un qui travaille intelligemment en fonction d'idées avec ses mains, que quelqu'un qui prétend penser et qui est dans le n'importe quoi, comme sont par exemple nos médias, ou parfois et souvent même nos réseaux sociaux. Donc il faut sortir de cela
et organiser quelque chose, et nous vous proposons de le faire avec nous, en venant encore une fois le 17 septembre parmi nous, pour non seulement résister, mais bâtir, construire, pour ce monde dont certains disaient qu'il pourrait être si beau si nous étions en accord avec son développement et que nous lui offrons les ressources de notre esprit, qui est, à ce que nous sachions jusqu'à présent, seul dans l'univers à pouvoir changer et améliorer son environnement, à pouvoir réfléchir et penser. Et c'est à la fois un grand bien, mais à condition que nous le gardions, que nous soyons dignes en développant ses capacités et en ayant un sens que nous sommes responsables des générations futures, non seulement du bien commun aujourd'hui, et de ce qui doit être commun, comme l'eau par exemple, du bien commun, et des générations futures. Et nous sommes responsables de ces enfants qui vont naître, et nous sommes responsables aussi de ce que le système actuel, qui est en train de se mettre en place, empêchera de naître, à la fois par idéologie, à la fois par contrainte, parce qu'un monde où il y a beaucoup d'enfants, comme actuellement en Afrique, est un monde d'avenir, parce que l'enfant remet en cause, l'enfant est capable d'inventer, de créer, et on doit lui donner beaucoup plus pour qu'il puisse le faire. C'est ce que je veux vous dire ce soir, et ce sera, je pense, une partie de nos discussions et du message le 17 septembre. Merci.